Le grand public a découvert Gabby Petito à travers un terrible fait divers. Le meurtre d'une jeune influenceuse alors qu'elle était en voyage avec son fiancé, Brian Laundrie, en 2021. Mais avant que son nom ne se retrouve sur toutes les lèvres, c'était une jolie jeune femme de 22 ans qui vivait à Blue Point, dans l'État de New York. Je suis Brian Entin, correspondant national en chef de News Nation. J'ai couvert l'affaire Gabby Petito depuis le début. Ce qui m'avait frappé, c'est que sa famille était très soudée. Souvent, avec les parents divorcés, ça ne se passe pas comme ça. Mais ses parents, bien que remariés chacun de leur côté, étaient restés proches. Tout le monde voulait être ami avec Gabby. Elle était du genre à sortir une bonne blague quand on s'y attendait pas, pour vous faire rire. Gabby a fini ses études secondaires au lycée de Bayport Blue Point en 2017. Et contrairement à 90% de ses camarades qui sont allés à l'université, elle voulait trouver sa propre voie avant de poursuivre des études. C'était un lycée prestigieux de l'État de New York. Gabby était très intelligente. Mais je pense qu'elle avait envie de voir ce que le monde avait à offrir. Elle décide donc de travailler pour pouvoir s'offrir ce dont elle rêve, l'aventure. Elle disait toujours que le monde avait beaucoup à offrir. Et elle voulait pouvoir tout explorer. Donc, elle avait vraiment l'intention de voyager. J'étais la manager de Gabby au restaurant. On le savait toujours quand elle arrivait. Toujours. L'atmosphère changeait dans le restaurant. Elle était amie avec tout le monde au travail, tout le monde. Gabby arrivait, elle vous prenait dans ses bras, on vous faisait un compliment sur vos cheveux. Elle s'efforçait toujours de rendre tout le monde heureux, tout le temps. Début 2019, Gabby renoue avec un ancien camarade de lycée, Brian Laundrie. Gabby Petito sort jamais de chez elle. Au moment où Brian et Gabby se retrouvent, il s'apprête à rejoindre ses parents qui viennent de s'installer en Floride. Les parents de Brian possèdent une entreprise. C'est une entreprise qui vend du matériel de cuisine professionnel. Les Laundrie ont l'air d'être des gens honnêtes, travailleurs. Gabby et Brian se connaissaient du lycée, mais n'étaient jamais sortis ensemble. Leur premier dîner en amoureux a lieu en mars 2019 autour de sushi. Même s'ils partagent le même amour de la nature et de l'art, Gabby s'intéresse plus à ce qui est santé et bien-être, tandis que Brian est plutôt quelqu'un de solitaire, vraiment passionné par la vie au grand air. Et Brian n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. On n'est pas parvenu à retrouver ou contacter un quelconque meilleur ami ou ami proche. Malgré leurs différences, ils s'installent ensemble chez les parents de Brian, en Floride. Non seulement Gabby est proche des parents de Brian, mais elle est aussi proche de ses frères et sœurs et de ses nièces et neveux. Les gens inventent de nouvelles façons de vivre et de travailler. Donc, c'est tout naturellement que Gabby décide de mettre à profit son amour des voyages et de l'aventure pour se lancer dans une carrière d'influenceuse. Un influenceur est quelqu'un qui essaye d'avoir le maximum de followers en ligne, la plupart du temps en monétisant leurs vidéos. Gabby essayait clairement de gagner sa vie. Je pense qu'elle voulait vraiment inspirer les autres. Elle était comme ça. Et ça plaît beaucoup aux gens. Les gens bien reconnaissent les gens bien. Et Gabby était quelqu'un de bien. Avec le temps, Gabby est finalement arrivée à être totalement à l'aise dans sa peau d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle avait l'air de savoir ce qu'elle voulait faire de sa vie et comment elle allait y arriver.
À l'automne 2019, Brian et Gaby sont ensemble depuis 7 mois. Ils décident d'aller en Californie ensemble. Ce sera amusant, mais aussi ça permettra à Gaby d'asseoir sa carrière d'influenceuse. Trip à travers les États-Unis dans la voiture de Gaby. Elle est aux anges. Quand ils rentrent, Gaby achète un van avec lequel ils comptent camper lors de leur prochain voyage. Ils le rénovent ensemble, ils sont ravis, ils vont faire un voyage incroyable. Et puis ils se fiancent. Gaby annonce la nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle est folle de joie. Ils vont camper dans le van et traverser le pays ensemble. Est-ce qu'ils ont vraiment pensé à tout? Tout le monde veut être aimé, non? Je ne pense pas qu'une femme se lance dans une relation en partant du principe qu'elle finira sous emprise, dépressive, maltraitée, isolée. Personne ne choisit ça sciemment. La plupart des victimes essaient de ne voir que le positif. En juillet 2021, Gabby Petito et Brian Laundrie chargent leur van et partent vers l'ouest pour visiter plusieurs parcs nationaux, dans le Colorado, l'Utah et le Wyoming. J'adore ce van. Durant les premières semaines, le couple fait de la route, campe, tout en filmant son quotidien dans l'espoir d'en faire son métier. Brian et moi, on vient de se lever et on se prépare. On a fait le lit dans la tente. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça à leur âge. C'est une aventure incroyable. Même dans le van, tout était parfaitement bien rangé. Et je pense qu'elle faisait ça pour attirer les followers. Sur cette vidéo YouTube, on voit ce couple parfait qui a l'air tellement heureux. Ils vont se marier, tout a l'air parfait. C'est la vie qu'elle avait choisi de vivre. Et elle voulait que ce soit avec Brian. C'était évident. Cette vie loin du monde. Tous les deux, tout seuls. Elle avait tout le matériel nécessaire. Le drone, la caméra, l'ordinateur portable, tout pour pouvoir documenter ce voyage. Ils faisaient le voyage que tout le monde rêve de faire avec son amoureux ou son amoureuse. Ils avaient réalisé ce rêve. Oh bon sang! La tente est en train de me tomber dessus. Il y a un vent de ouf. Ce qui ressortait quand on voyait Gaby, c'était ce côté tellement pur. Quand on regardait ses vidéos sur YouTube et Instagram, c'était centré sur le voyage, l'aventure. Et je pense que c'est ce que les gens appréciaient. Mais il y a un contraste frappant entre les publications de Gaby et celles de Brian. Elle avait l'air d'être plus positive, en tout cas dans ce qu'elle donnait à voir en ligne. On n'avait pas la même impression en lisant les posts de Brian Laundrie sur les réseaux. Les publications de Brian sur le net étaient beaucoup plus sombres. Il postait des dessins très sombres, pas du tout dans le même état d'esprit que Gaby. Ce n'était pas léger et aérien comme Gaby. Deux univers différents. Pendant que pour elle, c'était arc-en-ciel, papillons et soleil, lui voyait tout en noir. Gaby appelle sa mère tous les jours ou tous les 2 jours. Et Brian et elle postent régulièrement sur les réseaux. Il fait super beau aujourd'hui. Il y a du soleil. On a eu de la chance pour l'instant, partout où on est allé. Ils utilisent l'appli The Dirt qui montre les endroits où ils vont camper. Comme ça, leurs followers peuvent suivre en temps réel leur périple. Brian fait des étirements. Son yoga matinal. Ça me rendait heureuse de la voir vivre tout ça. Elle voulait aider les gens, les faire sourire.
Sur les réseaux sociaux, les influenceurs gagnent leur vie grâce au partenariat. Et tant qu'ils n'ont pas atteint un certain nombre de followers, ils n'ont aucun revenu et vivent sur leurs économies. Je suppose qu'ils avaient essayé de s'organiser pour économiser le plus possible. C'était un long voyage. Être influenceur, ça demande un engagement total. C'est pas facile. Il faut de la constance. Il faut poster régulièrement et en plus de ça, il devait réparer le van, le nettoyer, trouver un endroit où dormir. C'était difficile pour Gaby et Brian, d'un point de vue financier mais aussi psychologique. À la fin du mois de juillet, ces publications en jouets se font de plus en plus rares. Et les gens commencent à se demander s'il se passe quelque chose. Gaby ne poste que 4 fois sur son compte Instagram en août. Et son dernier post dit « Joyeux Halloween ». Jusque-là, rien d'étrange. Sauf qu'elle l'a mis en ligne le 25 août. Donc ses followers commencent à s'inquiéter. Je crois que c'est à partir de cette photo que j'ai commencé à me demander ce qu'il se passait. Les gens pensaient que ce n'était pas elle qui l'avait postée ou qu'elle avait été prise à un autre moment. Non seulement Gaby est moins présente sur les réseaux, mais elle appelle sa famille moins souvent. Ses parents commencent à s'inquiéter de ne pas pouvoir la joindre. Et puis, ils reçoivent plusieurs textos de Gaby. Le 30 août, la mère de Gaby reçoit un texto disant « Pas de réseau dans le Yosemite ». Mais le Yosemite est en Californie, alors que Gaby est censée aller vers le nord, depuis Moab, dans l'Utah, jusqu'au parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. Sa mère trouve ça très suspect. Elle se dit « Non, 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 je connais l'itinéraire de Gaby. » Et ça n'en fait pas partie. La mère de Gaby trouve que ce texto a quelque chose de suspect. Ça ne ressemble pas à sa fille. Elle a l'intuition que quelque chose ne va pas. Et soudain, Brian Laundrie revient chez ses parents à Northport en Floride, avec le van sans Gaby. Les parents de Gaby Petito laissent des messages au Laundrie pour leur dire « On est sans nouvelles de Gaby. Où est Gaby ?» Il paraît que Brian est rentré en Floride. Qu'est-ce qu'il se passe? Et les Laundrie ignorent leur appel. Ils ne décrochent pas, ne répondent pas à leurs messages. Ils prennent un avocat qui leur conseille de garder le silence et de ne parler à personne. Nicole Schmidt, la mère de Gaby, signale sa disparition en disant « Ma fille me parle tous les jours, ou tous les 2 jours. Il ne s'écoule pas plus de 48 heures sans qu'on se parle. » La mère de Gaby signale sa disparition à la police du comté de Suffolk, dans l'État de New York. Mais lorsque les enquêteurs font suivre à leurs collègues de Floride, les Laundrie refusent de leur parler. C'est étrange. Qu'est-ce qu'ils cachent? La police est à la recherche du moindre indice concernant la disparition de Gaby. Ses parents n'ont plus de nouvelles depuis la fin août. Nous l'aimons énormément, elle nous manque, on veut qu'elle rentre. J'ai été l'un des premiers journalistes sur place. Ce n'était pas une simple affaire de disparition. La famille vous distribue 2 photos, et ça s'arrête là. C'était facile de se sentir touché par cette histoire, parce qu'il y avait tellement d'images sur Internet. Je suis journaliste pour Buckrail News à Jackson, dans le Wyoming. La présence de Gaby Petito sur les réseaux sociaux a rendu cette histoire encore plus fascinante. Les gens ne pensaient plus qu'à ça. Ils ont tout de suite voulu comprendre ce qu'il s'était passé. Où est Gaby? Et l'Internet commence à s'enflammer avec toutes sortes de scénarios et d'hypothèses. Les posts cryptiques de Brian Laundrie et leur signification. Elle utilise des hashtags qu'elle n'avait jamais utilisés avant. Il faut vraiment essayer de comprendre la personnalité de Brian. Je crois que c'est un point essentiel. La police n'a plus qu'un seul objectif, retrouver Gaby. J'étais dans ma cuisine
en train de faire à manger et j'ai allumé la télé. Et je crois que je suis restée figée sur place pendant plusieurs minutes. Pendant un instant, je suis restée sous le choc et je n'arrivais pas à croire que ça ait pu arriver à Gaby. Gaby. Et puis, ça a été cette sensation d'angoisse et de mauvais pressentiments. Je m'appelle Philip Smith. Je suis inspecteur à la police de Jackson. On nous avait signalé la disparition de Gaby et on a reçu un appel d'un inspecteur de Floride qui nous a informé que la carte de paiement de Gaby avait été utilisée à Jackson. La carte de Gabby Petito a servi à acheter de l'essence le 27 août, près du parc national de Grand Teton. Donc, on essaie de reconstituer l'emploi du temps de Brian et Gaby pour savoir où ils sont allés. Avec mon équipe, on a visionné des heures et des heures d'images vidéo pour reconstituer leur parcours. On est allé dans les stations-service et les magasins aux alentours pour récupérer les vidéos de surveillance. Et après avoir visionné plusieurs centaines d'heures d'images vidéo, la police repère enfin le van. On voit le van se garer devant le supermarché. On a pu confirmer qu'il s'agissait bien du van de Gabby Petito parce qu'on les voit sur la vidéo sortir du véhicule et rentrer dans le supermarché. En fait, cette vidéo de supermarché, ce sont probablement les toutes dernières images jamais filmées de Gabby Petito. Ils se baladent dans les rayons, regardent certains articles. Et ils sont tous les deux, mais ils n'ont pas l'air d'être ensemble quand ils flânent dans ce supermarché. Ils gardent une certaine distance entre eux, tout du long. Et elle a les bras croisés. Peut-être que ça la réconforte de croiser les bras. Et ça lui permet d'instaurer une certaine distance avec lui. C'est peut-être une façon pour elle de dire « je me protège ». Ils n'achètent rien. Est-ce qu'ils n'ont plus d'argent? Je ne sais pas. Et ils s'en vont. Les images de vidéosurveillance étaient cruciales dans cette affaire, parce qu'elles ont permis à la police de reconstituer leur itinéraire, ce qui a permis finalement de la retrouver. On a appris qu'il y avait eu un incident plus tôt dans la journée, au restaurant Mary Piglett's. Avec un autre inspecteur, je suis allé interroger le patron du restaurant, qui nous a dit que Brian et Gabby étaient venus y manger pour le déjeuner, vers midi, et qu'ils étaient partis sans payer. Le patron m'a raconté qu'un des serveurs les avait rattrapés dehors pour leur demander de payer. Et ils ont fini par payer l'addition. Leur comportement au restaurant Mary Piglett's était clairement le signe que quelque chose n'allait pas entre eux. On peut comprendre que s'ils commençaient à être à court d'argent, ça ait pu créer des tensions entre eux. Tandis que l'enquête se poursuit dans le Wyoming, il se passe quelque chose qui vient tout remettre en question, à la fois pour la police et pour les followers toujours plus nombreux de Gabby. Le 20 septembre, la police de Moab, dans l'Utah, rend public l'enregistrement d'un appel qui a été passé le 12 août, c'est-à-dire 2 semaines avant que Brian et Gabby soient vus ensemble pour la dernière fois au supermarché. Bonjour, je vous appelle parce que je suis au coin de Main Street et Moonflower et... Je voudrais signaler un couple qui se dispute. Un van blanc immatriculé en Floride, un homme d'environ 1m70 avec une barbe. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand on est passé, il était en train de la gifler. La police de Moab a reçu un appel de quelqu'un qui avait été témoin d'un incident à Moab. De la gifler? Oui, on s'est arrêté. Il l'a poursuivi sur le trottoir, il l'a frappé, et puis ils sont remontés dans la voiture et ils sont partis. C'était un van blanc? Oui. En plus de cet enregistrement,
la police de Moab a rendu publiques les images de l'intervention qui a suivi cet appel. Cette vidéo apporte un tout autre éclairage sur l'affaire. Les policiers sont intervenus. Ils ont réussi à les retrouver. Vous pouvez me donner vos noms? Gabi. Brian. Gabi et Brian, ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Je pleure parce qu'on s'est disputé. Quand on pense aux influenceurs sur les réseaux sociaux, on se doute bien qu'ils jouent un peu la comédie pour nous faire croire qu'ils ont une vie parfaite. Ça va? Bien et vous? On a reçu un appel. Mais quand les gens ont découvert cette vidéo, ça a vraiment changé la donne. On y voyait une facette totalement méconnue de Brian Laundrie et Gabby Petito. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est juste que certains jours, je contrôle pas mes tocs. Ok. J'étais en train de nettoyer et de ranger le van et j'arrêtais pas de m'excuser d'être aussi agressive avec lui. Parce que parfois, à cause de mes tocs, je m'énerve. Donc, en apparence, la dispute a été provoquée parce que Brian a sali l'intérieur du van. Et Gabby voulait que tout soit propre et parfait pour ses followers. Dans les affaires de violence conjugale, c'est très important de séparer les deux conjoints ou les parties présentes, parce que c'est plus facile d'obtenir des informations comme ça. Et c'est plus facile de les rassurer et de garder leur attention focalisée sur la discussion. Mais quand vous cherchez à garder le pouvoir et le contrôle, vous devez savoir contrôler vos propres émotions, n'est-ce pas? Je peux prendre une photo de votre permis de conduire? Oui, bien sûr. Quand on regarde les images, on voit bien que la situation a un plus gros impact psychologique sur elle que sur lui. C'est bien moi. Même s'il a des cheveux. Il était tout ce qu'il y a de plus détendu. Il plaisantait avec les policiers, faisait son numéro de charme et sous-entendait que c'était Gabby qui était hystérique. Les mouches lui tapent sur les nerfs. J'avais les pieds sales. Notre petite dispute a commencé parce que quand on est remonté dans le van, il y avait de la terre partout à l'intérieur. Et j'ai déplacé sa nourriture, donc c'était un peu la pagaille et ça l'a... Très souvent, les conjoints violents savent se montrer sous un jour totalement différent aux personnes extérieures. J'ai proposé une promenade, mais elle a essayé de me prendre les clés et je l'ai repoussée, comme ça. Et elle m'a frappé. Je vais pas vous pousser pour vous montrer, mais j'ai pas poussé fort, je voulais juste l'écarter. La violence domestique repose sur le pouvoir et le contrôle. Tout ce qu'il a fait, il dit qu'il l'a fait pour la contrôler. Une fois que la vidéo de la police de Moab a été révélée, les victimes de violences conjugales dans le monde entier se sont emparées de cette affaire. Vous faites quoi? J'ai démissionné de mon boulot pour traverser le pays et essayer de lancer un blog de voyage. Donc, j'essaie de monter mon site internet et je suis super stressée. Il m'en croit pas capable, donc c'est un peu... Il est hyper négatif. Quand j'ai entendu Gabby dire qu'il ne croyait pas en elle, qu'il pensait qu'elle était bonne à rien, là j'ai compris que ça n'allait pas du tout pour elle. Et il m'a empêché de monter dans la voiture. Pourquoi? À cause de vos tocs? Il m'a dit que je devais me calmer. Ouais. Mais je suis super calme, tout le temps. C'est lui qui me stresse. Brian, qui l'empêche de remonter dans le van, son van à elle. Si vous remplacez le van par la maison, c'est comme s'il l'empêchait de rentrer chez elle. C'est un détail important. Il estimait qu'il avait le pouvoir et l'autorité pour lui en limiter l'accès. Vous avez quelque chose sur la joue? On dirait... Il vous a frappé au visage? On dirait qu'on vous a frappé. Le plus édifiant dans cette vidéo, c'est que l'appel à la police parlait d'un homme giflant une femme. Mais c'est Gabby qui se présente comme l'agresseuse. 2 témoins ont dit qu'ils vous avaient frappé. Ils l'ont vu vous donner un coup de poing. 2 témoins distincts près de Moonflower. Mais je l'ai frappé en premier.
Quand une femme parle à la police, ou à un voisin, à un membre de sa famille, d'un conjoint violent, très souvent, elle va essayer de le protéger. Faites voir l'autre côté. C'est quoi, là et là? Je sais plus. Ça s'est passé tellement vite. C'est typique d'une victime de violence conjugale, de dire que c'est de sa faute, d'essayer de le protéger. Mais il vous a frappé ou pas? Je comprends si vous l'avez frappé qu'il se soit défendu, mais on veut savoir s'il vous a frappé. Oui, mais je l'ai frappé en premier. Quand une femme est victime de violence dans sa relation, elle se rend responsable. Elle dit que c'est de sa faute parce qu'elle a fait ceci ou cela. Et c'est parce que c'est ce qu'on lui répète tout le temps, que tout est de sa faute. La Gabi de cette vidéo était une Gabi que je n'avais jamais vue. Elle était tétanisée. Sa voix, sa façon de se tenir, elle était terrorisée. C'était dur à regarder. Contre Brian, j'ai ressenti de la rage et pour Gabi, j'ai ressenti une peur immense. Il vous a frappé où? Soyez honnête. Il m'a attrapé le visage. Comme ça. Attraper le visage de quelqu'un pour le contrôler, ce n'est pas normal. Ça laisse penser qu'il a déjà, sans doute aussi, fait mine de l'étrangler. Ça aurait dû alerter les policiers. Malgré les appels des témoins disant que c'était Brian qui avait frappé Gabi, pour la police, c'est lui qui a besoin d'être protégé. Il va aller à l'hôtel et je vais vous donner les clés du van. Brian a donc été logé dans un hôtel de Moab, aux frais du contribuable. Et Gabi est restée dans le van. Beaucoup de gens peuvent trouver ça choquant. Mais le fait est qu'à ce moment-là, et dans cette situation, il a été déterminé que c'était Brian qui était la victime. Quand on regarde les posts Instagram de Gabi après ça, on y voit une image totalement décalée par rapport à la réalité des abus qu'elle subit. C'est choquant de les voir tous les deux s'embrasser sur ce rocher et de se dire que 2 heures plus tard, il l'a frappé au visage. Les réseaux sociaux montrent une version totalement fantasmée de nos vies. Et on choisit de ne pas montrer l'autre versant de la réalité, parce que ce n'est pas joli à voir et que ça ne récolte pas de likes. Les gens ne sont pas attirés par le sordide. Le sordide, c'était ce qu'il se passait dans leur couple, et qui s'est soldé malheureusement par sa mort. Arrêtez-le! Où est Gabi, Laundrie? Où est Gabi? Plus personne n'a de nouvelles de Gabi Petito depuis 2 semaines. Elle apparaît pour la dernière fois sur cette vidéo le 27 août 2021. Cette jeune femme de Long Island faisait un road trip à travers le pays avec son fiancé, Brian Laundrie, avant de disparaître brutalement. Le 15 septembre, Brian Laundrie devient un suspect potentiel dans la disparition de Gabi. Et le nombre de followers de Gabi atteint les 165 000. Désormais, le grand public se passionne pour cette affaire. Prends-la dans tes bras. Rares sont ceux qui gardent encore l'espoir que peut-être Brian l'a simplement abandonnée quelque part dans le Wyoming, qu'elle a survécu et qu'elle attend que quelqu'un la retrouve. Je m'appelle Matt Carr et je suis le shérif du comté de Teton. Il y avait des recherches en cours. On partait du principe qu'elle était dans les environs. On glanait des informations à droite à gauche auprès de nos confrères des autres États à propos d'une piste potentielle grâce à l'appli The Dirt, une appli de géolocalisation pour la randonnée et le camping. On a donc commencé là où l'appli de Gabi l'avait géolocalisé pour la dernière fois.
À l'intérieur de la forêt nationale de Grand Teton se trouve le camping de Spread Creek. Et c'est à l'intérieur de cette zone que Gabby Petito a été géolocalisée pour la dernière fois. Je m'appelle Tim Siocarlan et j'ai dirigé les recherches pour retrouver Gabby Petito. On a eu beaucoup de neige, de pluie et de vent pendant les recherches. Le temps jouait contre nous. On savait que si on ne retrouvait pas Gabby Petito rapidement, on allait devoir attendre le printemps suivant pour reprendre les recherches parce que l'hiver approchait. C'est une course contre la montre. La première patrouille à cheval a eu comme consigne de fouiller la zone de Spread Creek, et plus précisément la berge sud. Étant donné la superficie à couvrir et la topographie de la zone, ça allait être compliqué de la retrouver. On a cherché le long de la berge sud de la rivière, puis on l'a traversée et on a continué de l'autre côté. Et je crois qu'il devait être 11h30 ou 12h30. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y avait quelque chose dont la texture n'avait pas l'air naturelle. Quand je l'ai vu, je me suis dit alors, est-ce qu'on vient de retrouver Gabby? Est-ce que c'est elle? Oui. C'était le corps de Gabby. On l'avait retrouvé. Elle était couchée sur le côté. Elle avait l'air presque paisible, comme si elle venait de s'endormir. Mais son corps était positionné la tête vers le bas. La pente n'était pas très forte, mais il me semble que naturellement, on aurait tendance à s'allonger la tête vers le haut, pour ne pas avoir le sang qui monte à la tête. Pour moi, il n'y avait rien de naturel dans sa position. Ça ressemblait à une mise en scène. Est-ce que Brian l'a tuée et a placé son corps de façon à faire croire qu'elle était morte de mort naturelle, en la laissant là pour que des animaux la dévorent? C'était horrible. Plus tôt dans la journée, des restes humains ont été découverts correspondant au signalement de Gabrielle Gabby Petito. C'était atroce. Ignoble. Injuste. Ça m'a brisé le cœur. Le bureau du coroner du Wyoming a confirmé la cause de la mort de Gabby Petito. Quand le coroner a révélé la cause de la mort, ça a été un véritable choc. La cause de la mort de Gabrielle Gabby Petito est la strangulation. Le mode de décès est l'homicide. La vérité! Dites la vérité! Dites la vérité! Dites la vérité! Nous voulons des réponses pour les Petito! Sortez, dites-nous! Dites la vérité! On s'était installé sur la pelouse du voisin. On partait du principe que Brian Laundrie était chez lui, et on s'attendait à ce qu'il sorte à tout moment. Et puis, tout à coup, on apprend par la police que Brian Laundrie a disparu. Où est Brian? Arrêtez-le! Arrêtez-le! L'affaire a pris un nouveau tournant. C'est devenu une obsession. Le pays tout entier s'est lancé à la recherche de Brian Laundrie. Mais ils n'ont rien trouvé. Cela fait maintenant 3 semaines et toujours aucun signe de Brian Laundrie. Fin septembre, le compte Instagram de Gabby compte désormais plus d'1 million de followers. Et une fois encore, tout comme au moment de sa disparition, les réseaux sociaux s'enflamment avec des scénarios tous plus fous les uns que les autres concernant Brian.
Personnellement, je pense pas que Brian soit dans la réserve de Carlton. Hier soir, un homme a dit qu'il avait trouvé une corde qui pendait à un arbre. Des gens dans l'Oregon, en Californie, ou dans les Appalaches, disaient avoir vu ou pris en photo Brian Laundrie. Quelqu'un prétendait l'avoir filmé avec sa caméra de chasse. Je soupçonne l'ami du père de Brian Laundrie. Je suis sûr qu'il se cache au Mexique, d'où il ne peut pas être extradé. Certains disent que Brian est un agent du gouvernement, un clone, ou qu'il se cache sous terre dans le jardin de ses parents et qu'on le nourrit avec une paille. C'était n'importe quoi. Et puis tout à coup, du jour au lendemain, les parents de Brian décident de parler. La police a cherché Brian Laundrie dans la réserve de Carlton pendant près d'1 mois. Parce que c'était le dernier endroit où il se trouvait, d'après ses parents. Et ce qui était très bizarre, c'est que les parents de Brian Laundrie sont partis un beau matin à la recherche de leur fils. Et qu'en l'espace de quelques minutes, ils ont retrouvé des objets lui appartenant. Les parents appellent la police pour lui dire sur quelle zone se concentrer, et après avoir cherché partout ailleurs pendant des semaines, elle trouve immédiatement des restes humains. Grâce à son dossier dentaire, le FBI a pu confirmer que les restes retrouvés étaient bien ceux de Brian Laundrie. Un sac à dos et un carnet ayant appartenu à Laundrie ont également été retrouvés. Tout le monde avait hâte de voir ce carnet que Brian Laundrie avait laissé derrière lui. Et quand on l'a lu, ça a été un choc. Brian invente une histoire à dormir debout selon laquelle il a été obligé d'achever Gabby parce qu'elle s'était blessée. Il écrit « Quand j'ai sorti Gabby de l'eau, elle était incapable de me dire où elle avait mal. Elle avait une bosse sur le front qui a grossi. Elle avait mal aux pieds, aux poignets, mais elle était gelée. Elle frissonnait. Pendant que je la portais, elle gémissait de douleur. Elle me suppliait d'abréger ses souffrances. J'ai mis fin à sa vie. Je l'ai fait pour la délivrer. Je pensais que c'était ce qu'elle voulait, mais je m'aperçois aujourd'hui de mes erreurs. S'il vous plaît, ramassez toutes mes affaires. Gabby détestait les gens qui laissaient leurs déchets derrière eux. Elle a reçu un coup sur la tête et elle a été étranglée. Il est en train d'expliquer qu'il l'a tuée pour la soulager. Et dans la foulée, il demande aux gens de ne pas laisser de déchets. C'est vraiment très bizarre. Je pense que tout le monde a bien compris ce qu'il s'était passé dans le parc national de Grand Teton. Je pense qu'elle lui a dit c'est fini. Et quand il a entendu ça, ça l'a mis en rage, en colère, suffisamment pour l'étrangler et la tuer. Certains pensent qu'il a positionné son corps pour faire croire qu'elle était morte dans son sommeil, puis qu'il est rentré se réfugier chez ses parents. Après l'avoir tuée, il monte dans le van de Gabby et rentre à Northport en Floride. Il gare le van devant chez ses parents et se mure dans le silence. Ce qu'il s'est passé entre lui et ses parents, on l'ignore encore. Ça reste un mystère. Il y a comme une ironie tragique dans cette affaire. Gabby Petito a enfin atteint la célébrité internationale à laquelle la plupart des influenceurs aspirent. Plus d'1 million de followers et un hashtag qui a été partagé 1 milliard de fois. Mais ça lui a coûté la vie. C'est triste de se dire que c'était son rêve de se faire un nom sur les réseaux. Si elle était vivante aujourd'hui, elle verrait le nombre de ses followers. Grâce à ses comptes sur les réseaux sociaux, tout le monde a pu suivre les derniers instants de Gabby avant sa disparition. Ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que savaient les parents de Brian Laundrie. Connaissaient-ils les intentions de leur fils? Savaient-ils qu'il était mort pendant tout ce temps? Une plainte a été déposée au civil par la famille de Gabby Petito contre les parents de Brian Laundrie. Les Petito affirment qu'au moment des faits, les Laundrie étaient au courant que Gabby était morte, qu'on ne la retrouverait jamais vivante, mais qu'ils n'ont rien dit à personne, ce qui a causé du chagrin et des souffrances à la famille Petito. Les Laundrie nient tout ce qui leur est reproché.
Quoi qu'il arrive, cette affaire aura apporté un nouvel éclairage sur les violences conjugales et les signes à surveiller. Et en ça, c'est positif. Si vous pensez que quelqu'un est victime de violence et que vous pouvez l'aider sans que ça représente un risque, faites-le. Cette personne ne voudra peut-être pas quitter immédiatement cette relation abusive. Elle ne voudra peut-être pas admettre qu'il y a des problèmes, mais soyez prêt à être là pour elle, quand elle sera prête à se confier. Afin d'aider les autres, la famille de Gaby a créé la Fondation Petito pour assister les organismes qui recherchent les personnes disparues et viennent en aide aux victimes de violences conjugales.